l'ouvrage parle d'un concept qui s'appelle le colonialisme vert et parle notamment de l'action d'organisations non gouvernementales internationales en Afrique, des actions qui ne sont pas forcément très reluisantes. Parmi ces ONG, on peut citer l'UNESCO, le WWF, mais également la FAO. Je précise bien qu'en tant que représentant de la Fédération des associations de protection de la nature et de l'environnement en France, France Nature Environnement, il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge ou de faire le réquisitoire de l'œuvre de ces ONG, qui par ailleurs sont des ONG avec lesquelles nous avons des actions en commun. Donc il ne s'agit pas de les critiquer, simplement de faire preuve de transparence sur ce qui a pu se passer à une certaine époque en Afrique. Et justement, le moment du débat permettra de proposer des solutions sur la façon d'agir. Comme vous le savez maintenant, le thème de la soirée porte sur l'ouvrage de Guillaume Blanc, L'invention du colonialisme vert, qui a été publié aux éditions Flammarion au mois d'octobre 2020. N'hésitez pas à aller l'acheter. Guillaume Blanc nous a fait l'honneur d'accepter que l'on puisse parler de son livre durant cette soirée. Il n'a malheureusement pas pu se joindre à nous, c'est la semaine des partiels et il est professeur en université. S'il avait été là, je me serais fait un plaisir de l'interroger sur l'ouvrage en question. À sa place, à cette place-là, je réaliserai une simple présentation. Très bien. Maintenant que ces rappels ont été effectués, je vais pouvoir me lancer un peu plus sérieusement sur notre sujet de ce soir. Tout d'abord, rappeler que ces conférences sont financées par la région et la Dreal Normandie et celles-ci s'inscrivent dans un programme de 6 conférences qui ont été proposées en 2020 qui ont pour thème la durabilité. Le but de ces conférences, qui s'adressent aux bénévoles mais aussi au grand public, est de réfléchir sur la notion de durabilité et de s'intéresser à des sujets, à des thèmes en lien avec les enjeux environnementaux en Normandie et dans le monde, afin de faire connaître certains sujets que nous estimons peu connus du grand public. Alors, donc la région et la Dreal qui sont nos financeurs. Peut-être un bref rappel sur les conférences qui ont été effectuées. Une première conférence a eu lieu en janvier 2020 sur les semences paysannes. Elle a eu lieu à l'Atrium de Rouen. La deuxième conférence, qui n'est arrivée qu'au mois de septembre du fait du contexte de pandémie, avait pour thème la pollution lumineuse. La troisième conférence a eu lieu il y a 15 jours et portait sur l'économie bleue. Et les 2 dernières conférences prévues dans ce cycle se dérouleront en janvier et février 2020 et porteront sur l'agriculture biologique. Elles seront présentées notamment par nos administrateurs qui sont en charge de ces questions à France Nature Environnement Normandie. Bref rappel aussi pour présenter notre fédération. Donc France Nature Environnement Normandie, c'est une fédération d'associations de 45 associations normandes qui sont présentes dans les 5 départements de notre région. Nous effectuons plusieurs actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement dans le cadre de nos programmes Rencontres du Hérisson et Sentinelles de la Nature. Nous organisons aussi des événements comme ce soir, plus portés sur l'éducation populaire et la sensibilisation au grand public. Et enfin, nous animons des réseaux thématiques de militants écologistes sur des thèmes aussi variés que les énergies renouvelables, la biodiversité et les pollutions de l'eau. Passons maintenant au sujet qui nous intéresse, à savoir l'invention du colonialisme vert, pour en finir avec le mythe de l'Éden africain. L'ouvrage dont nous allons parler ce soir s'inscrit dans un travail de plus de 10 ans autour de la protection de la nature et des politiques de l'environnement. L'auteur, Guillaume Blanc, est d'abord un historien de profession qui a étudié la création et la gestion des parcs naturels. Il a ainsi réalisé une thèse comparative sur 3 d'entre eux, le parc des Cévennes en France, le parc Forillon en Gaspésie au Québec-Canada, et enfin le parc du Cygnen en Éthiopie.
Or, si ces travaux montrent certains points communs dans l'histoire de ces parcs, et notamment l'appropriation de ces territoires par l'État, la mise en place de récits visant à les valoriser, le parc du Cygnen dispose d'une particularité par rapport aux deux autres, celui de la violence qui s'est produite sur son territoire. En effet, depuis sa création en 1969 et jusqu'au dernier remous que nous rappelle l'actualité avec l'entrée en guerre de l'armée éthiopienne dans la région du Tigré, l'histoire du parc du Cygnen qui se situe à la frontière de la province du Tigré et de celle de l'Amara est émaillée de violence avec en point d'orgue l'expulsion complète des 2500 cultivateurs et bergers habitants du parc en 2016. 6 mois plus tard, l'UNESCO retirait le parc du Cygnen de la liste du patrimoine mondial en péril. Et l'organisation internationale avait levé cette sentence suite à l'expulsion des habitants des 2500 agropasteurs. La raison qui justifiait cette action avait été écrite noir sur blanc au Comité du patrimoine mondial de Cracovie en décembre 2016. Il était écrit dans le rapport de l'UNESCO à propos du Cygnen que la culture de la terre détruisait la nature. Alors, le livre de Guillaume Blanc, c'est le récit à partir de l'exemple du parc du Cygnen, de la création et la gestion des parcs nationaux en Afrique, qui, au nom d'une préservation d'une nature vierge, est passé par l'expulsion quasi systématique de ses habitants. Et sur ce point, les statistiques sont assez édifiantes. En effet, 40% des parcs nationaux du Rwanda, 50% des parcs du Bénin, 30% des parcs de Tanzanie et du Congo-Kinshasa ont été le théâtre d'expulsion des populations locales qui se justifiaient par le fait que ces populations mettaient en danger la faune, les écosystèmes locaux. Ces chiffres proviennent d'une étude qui a été menée par Daniel Brockington et James Igo, qui estiment que d'une tranche minimale à une tranche maximale en estimation, que 1 à 14 millions de personnes vivant dans les parcs ont été chassées de ces espaces au cours du XXe siècle. Alors, une question se pose tout simplement, comment en est-on arrivé là? Comment des territoires qui sont encensés par la presse internationale, par les agences de voyage et les gouvernements internationaux, qui sont considérés comme la perle de la biodiversité mondiale, qui abritent des forêts luxuriantes, des espaces préservés, ont-ils pu être le théâtre d'une telle violence alors qu'ils représentent un symbole de paix et de rayonnement de la nature? C'est une question auquel l'ouvrage de Guillaume Blanc essaie de répondre. Et pour cela, il utilise la notion de colonialisme vert. Alors, pour reprendre sa définition, Guillaume Blanc le définit comme étant l'expulsion des populations locales de leur territoire au titre de la conservation de la nature. Alors, jusqu'ici, rien de nouveau. Les expulsions de populations, on en trouve dans toutes les régions du monde, et ce pour des raisons extrêmement différentes, qu'elles soient politiques ou socio-économiques. Là où c'est problématique dans le cadre du colonialisme vert, c'est que celle-ci est argumentée par un argumentaire erroné, sur lequel nous reviendrons, et que Guillaume Blanc décrit comme une cécité de convenance. Pour lui, en fait, cette expulsion des populations locales se base sur des erreurs de perception et qui sont alimentées par 3 raisons différentes. Le mythe, la science et enfin une erreur de diagnostic sur un mode de vie quotidien. Alors tout d'abord, le mythe. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un mythe autour de la nature africaine, c'est celui d'un Éden que les Occidentaux auraient retrouvé à la fin du XIXe siècle. C'est un Éden qui ne manque pas de légende. On a les Big Five des grands safaris occidentaux, donc les 5 grands animaux qu'on peut trouver dans le bush africain. On a également des œuvres littéraires qui ont marqué la littérature du XXe siècle, comme Les Neiges du Kilimandjaro d'Hemingway. Ces croyances, en effet, sont alimentées par une série d'œuvres littéraires et cinématographiques qui ont largement influencé ces idées. Et ces œuvres ont le point commun de présenter l'Afrique comme un continent rempli de merveilles naturelles, en omettant toutefois une réalité du paysage, les hommes qui y habitent.
Alors, sur ce point, énormément d'œuvres sont à citer. Les Racines du ciel de Romain Gary, Out of Africa de Karen Blixen, Le Roi Lion, Marion Duval en Afrique, les documentaires animaliers en tout genre et auxquels des sociétés de production ont donné une large publicité comme National Geographic. Mais plus intéressant, pour expulser des populations, il a fallu des rapports internationaux pour justifier cet acte qui était tout de même extrêmement violent. Et sur ce point, il a fallu montrer que la présence de ces populations était néfaste aux populations d'animaux qui vivaient dans le parc. Et c'est là l'intérêt de l'ouvrage de Guillaume Blanc, c'est qu'il va montrer que l'argumentaire scientifique sur lequel se basent ces données est un argumentaire qui se trouve être fallacieux. Et c'est là l'une des idées les plus importantes qui sont développées dans son ouvrage. Le mythe de l'Éden africain n'a pas été uniquement véhiculé donc par des œuvres littéraires qui se seraient appuyées sur les fantasmes des colons, mais il est également accrédité par de nombreuses études scientifiques qui sont reprises par des personnalités importantes comme Al Gore, dont on ne peut douter de la sincérité de son engagement écologique, mais qui sont fausses. Et pour cela, on peut reprendre l'exemple des forêts primaires, qui sont un mythe scientifique qui a été développé à partir d'études de scientifiques au moment de la période de la colonisation, et qui est un mythe qui est basé sur un argumentaire scientifique qui a été remis en cause assez récemment finalement. Et ce mythe en fait des forêts primaires, donc le fait qu'il y avait des forêts qui dataient de l'Antiquité, de milliers d'années, qui vivaient encore en Afrique, et le fait de voir les Africains brûler ces forêts, qui était en fait une pratique ancestrale qui était réalisée depuis des siècles, était considérée comme une atteinte à l'environnement, alors que c'était une pratique qui finalement n'avait que peu d'effets en termes de destruction de biodiversité. Enfin, l'argumentaire du colonialisme vert se base sur une erreur de diagnostic. Et là, on va prendre une tentative une analyse globale. En fait, l'expulsion des populations des parcs issus des parcs naturels d'Afrique, se pose la question elle pose la question du global du mode de vie mondial. Vous savez, maintenant, avec les indicateurs de niveau de vie, on sait qu'on peut faire des tests où l'on peut constater que si toute la population mondiale avait notre mode de vie, il faudrait 3 planètes parce que nous utilisons trop de ressources. Or, dans le cadre des parcs nationaux africains, pourquoi expulser des gens dont l'empreinte carbone est ridicule, qui ont un mode de vie qui dépend en grande majorité de l'agriculture de subsistance, donc ils ne vont pas avoir un grand impact à l'échelle mondiale, tandis qu'à la place, on fait venir des touristes qui vont devoir brûler beaucoup de CO2 pour venir en Afrique et dont l'empreinte carbone va être largement supérieure à celle des gens qu'on a expulsés pour les faire venir. Alors c'est là toutes les grandes incohérences des politiques de l'environnement telles qu'elles sont menées au niveau international. Lorsqu'on décrit les effets et de façon très précise du réchauffement climatique sur les écosystèmes, à aucun moment il n'est fait question des grandes entreprises polluantes que sont par exemple Google et Apple, tout simplement parce que ce sont elles qui vont financer les grandes ONG internationales qui vont mener ces effets. Dans ces conditions, il devient compliqué de remettre en cause un mode de vie désastreux pour la planète. Et dès lors, il est plus confortable de cibler des populations ne dépendant pas de ce modèle économique plutôt que de s'attaquer aux racines du mal. Alors, ces 3 points vont avoir pour conséquence un aveuglement des États colonisateurs que l'on peut attribuer à son époque, à savoir de l'époque de la colonisation. La colonisation, quand les Européens débarquent en Afrique, ils sont imprégnés d'idées très précises et très fausses sur le fardeau de l'homme blanc, le phare de la civilisation, des pensées issues de la révolution industrielle et propres à leur époque. Tout cela peut donc être considéré comme un fait historique, comme il en existe beaucoup. Là où ça devient plus problématique, et c'est ce que Guillaume Blanc souligne, c'est que cette vision de l'Éden africain, l'idée qu'il faut à tout prix sauver la biodiversité des populations locales, en fait, cette idée a perduré au moment de la décolonisation et jusqu'au début du XXIe siècle,
en étant repris par des ONG internationales pourtant de très bonne réputation, et comme l'illustre l'expulsion des derniers agropasteurs du Cinienne. Et une des idées très inconfortables de cet ouvrage, c'est que les politiques environnementales peuvent provoquer des injustices sociales aux conséquences parfois terribles. Donc, sur la présentation, alors la présentation qui va arriver n'a pas pour but du coup de faire un copier-coller de ce que Guillaume Blanc expose dans son ouvrage. Toutefois, à partir des thèses que celui-ci propose, nous allons essayer d'ouvrir des pistes de réflexion sur la conservation de la nature, sa nécessité, sa pertinence, et du coup voir ce qui est envisageable. Évidemment, on parlera aussi de ses limites. Alors, petit point, petite grosse parenthèse historique, le contexte que nous allons présenter se situe dans l'Afrique du XXe siècle, qui a du coup vécu une période très particulière, colonisation, décolonisation. Et en plus de cela, l'exemple que présente Guillaume Blanc dans son livre, le parc naturel du Cinienne, se situe dans un pays, l'Éthiopie, qui a une histoire très riche et extrêmement particulière. Si l'exemple se cantonne à l'État éthiopien, des cas similaires d'expulsion de parcs sont repris au sein du continent africain, ainsi qu'en Asie et en Amérique du Sud. Et les parcs d'Amérique du Nord et d'Europe présentent des processus différents, mais quelques similitudes, et on aura l'occasion d'y revenir en conclusion. Alors, pour présenter l'Éthiopie, il s'agit d'un État qui est extrêmement vieux, qui est issu de l'antique royaume d'Aksum, qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ et qui présente un patrimoine matériel et immatériel extrêmement impressionnant. On y trouve des espèces endémiques telles que le loup d'Abyssinie et le gélada, et en patrimoine culturel, on peut citer les églises monolithiques de Lalibela. J'ai plus de diapos, je ne sais pas si c'est normal. C'était prévu, j'allais passer aux autres. Alors, la particularité de l'Éthiopie, c'est qu'elle est l'un des rares pays africains à n'avoir jamais été colonisé, grâce notamment à la bataille d'Adwa, où le Négus, donc le roi des rois Ménélique, a défait les troupes italiennes en 1896. Alors, pour connaître l'histoire de l'Éthiopie, je ne peux que vous conseiller les deux bandes dessinées qui sont présentées ici, donc l'Or de Saba et les Éthiopiques de Corto Maltese, issus de l'œuvre d'Hugo Pratt. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire un peu une présentation de l'Éthiopie sans y faire référence. Bref, ce qui est important sur ce pays qu'est l'Éthiopie, c'est de voir en fait qu'à la fin du XIXe siècle, alors que tous les États africains sont en proie à la colonisation, le Négus, dont la capitale se situe à Addis Abeba, va en fait conquérir toute une série de royaumes et de sultanats à l'est et au nord, où se trouve actuellement le parc du Cinienne, donc le point vert sur la carte, et que au final, l'Éthiopie va être un des seuls pays africains à ne pas être colonisé, mais cela va devenir un peu un colonisateur africain qui va conquérir une série de petits royaumes. C'est de l'ordre de l'anecdote historique, effectivement, mais ça a son importance lorsqu'on s'intéresse à la gestion des parcs naturels telle qu'elle va avoir lieu au cours du XXe siècle, à savoir un État central situé à Addis Abeba qui va essayer d'accroître son emprise sur des États limitrophes. Et pour cela, les parcs nationaux, et le Cinienne en fait partie, vont être un outil de l'État pour essayer de s'approprier un territoire. Concernant, pour terminer sur l'Éthiopie, le XXe siècle, elle va connaître une histoire un peu tumultueuse au XXe siècle, puisque elle a été pendant 2000 ans une monarchie de droit divin avec les Négus, et notamment le dernier empereur Haïlé Sélassié, qui va créer notamment l'administration centrale éthiopienne. Elle va, à force d'oppresser les régions limitrophes, celles-ci vont se révolter, et elles vont imposer un régime marxiste-léniniste en 1974 qui va diriger le pays d'une main de fer pendant 15 ans. En 1991, elle va connaître un nouveau coup d'État avec la mise en place d'une démocratie de type occidental. Et elle va connaître un dernier rebondissement, notamment avec la guerre de ces dernières semaines qui se déroule dans la région du Tigré au nord,
donc juste à la frontière avec le parc du Simien. Durant cette période extrêmement chaotique, le parc du Simien, les habitants du parc du Simien vont connaître la même oppression quelle que soit la nature de l'administration centrale, donc monarchie de droit divin, dictature communiste ou démocratie. Donc maintenant que le décor est posé, nous allons pouvoir passer à la première partie, donc à savoir revenir sur les racines du colonialisme vert, qui à la base a une conception très particulière de la nature et qui non seulement va se baser sur une erreur de diagnostic, mais va faire payer un lourd tribut à la faune sauvage. Alors tout d'abord, comme nous l'avons dit, le colonialisme vert, c'est un mythe, le mythe de l'Éden, qui est le fruit de la révolution industrielle. En effet, lorsque les colons européens débarquent en Afrique, ils viennent d'un continent qui a connu de profondes transformations à la fin du 19e siècle. Dans toute l'Europe occidentale, des populations quittent la campagne pour aller s'installer dans les villes ou émigrer afin de pourvoir en main-d'œuvre les usines. Ce grand bouleversement a des conséquences importantes qu'on décrit par exemple qu'on décrit l'œuvre du géographe Élisée Reclus. Écologiste avant l'heure, celui-ci décrit les activités humaines comme ayant des effets tant négatifs que positifs sur son milieu. Il écrit sur les dangers liés aux dégradations humaines, comprend que l'action de l'homme peut embellir la terre, mais aussi peut l'enlaidir, et contribue tantôt à dégrader la nature, tantôt à la transfigurer. Les individus se déplacent alors en masse dans les villes où ils espèrent échapper aux travaux de la ferme ou tout simplement émigrent et le contexte de la colonisation va leur donner un but. Dans le même temps, en Europe occidentale, on constate une baisse généralisée des populations de grands mammifères en Europe de l'Ouest. Les loups disparaissent de France et d'Allemagne dans les années 30, et au même titre que les lynx, les ours et les bisons. Non seulement, du coup, les Européens pensent à juste titre, que la nature en Europe est complètement ravagée, mais en plus, mais cette impression va alimenter l'idée que lorsqu'ils vont arriver en Afrique, ils vont découvrir un continent avec une faune très préservée, où la nature est encore resplendissante, et cela va contribuer à mettre en œuvre à la création d'œuvres littéraires dont nous avons déjà parlé dans l'introduction. À cette même époque, l'Afrique, alors oui, petite parenthèse sur le Roi Lion, qui fait partie de ces œuvres qui décrivent justement une Afrique sans Africains et qui ne tiennent pas compte des populations locales qui y habitent. Alors revenons à la première sous-partie. Les œuvres littéraires qui décrivent une nature florissante donnent des idées aux Européens, à tel point que les colons, lorsqu'ils vont arriver en Afrique, vont être imprégnés d'un idéal et vont retrouver une nature qu'ils estiment avoir perdue en Europe. Et cette arrivée via la colonisation va faire que la faune sauvage africaine va payer un lourd tribut à la colonisation. Le fait est, premièrement, que colonisation et protection de l'environnement sont souvent incompatibles. L'arrivée de nouvelles populations sur un territoire apporte systématiquement des bouleversements qui amènent ensuite à des effondrements pour des sociétés locales. On peut parler bien sûr de l'exploitation et de l'exportation des ressources, la dégradation de l'environnement, la disparition d'espèces endémiques. On a plusieurs cas d'espèces d'oiseaux qui disparaissent au XVIIIe siècle dans les îles de l'océan Indien, comme le dodo. En Afrique, ce sont quelques espèces d'antilopes qui, à force d'être trop chassées, disparaissent. Le quaggan, un zèbre, une sous-espèce de zèbre, et l'hypotraque bleu. En même temps, justement, l'arrivée en masse de troupeaux venant du sous-continent indien pour alimenter le commerce entre les colonies de l'Empire britannique contribue dans la dernière décennie du 19e siècle à l'arrivée de la peste bovine dans toute l'Afrique orientale, qui va décimer les troupeaux, qui va contaminer les hommes, et il va y avoir du coup une
une dépopulation des États d'Afrique de l'Est à cette période. Des populations qui va amener à une moindre pression des activités humaines sur le territoire et qui va du coup laisser se développer des paysages de savane où les animaux sauvages vont de nouveau pouvoir évoluer. La destruction des troupeaux d'Afrique orientale, elle amène également à une autre conséquence. Étant donné que les populations locales ne peuvent plus vivre de l'élevage, ils vont se rabattre sur le braconnage. Donc, quand les Européens, les colons arrivent, ils voient une nature luxuriante avec avec des paysages quasiment dépourvus d'hommes, et les populations locales qui croisent, qui vont mener un braconnage de subsistance, mais qui va amener les Occidentaux à penser que ce sont les populations locales qui sont responsables de la rareté de ces animaux. Donc, le décor le décor est planté. Les Européens considèrent que l'Afrique est un paradis menacé à cause des pratiques de ses habitants. Or, dans les faits, et c'est à ce moment-là que se crée le mythe du bon et du mauvais chasseur en Afrique. Le mauvais chasseur, le braconnier qui chasse pour manger l'animal,